il faut se rendre compte de la chance qu'on a à cette époque. Si on avait dit à Aristote que, un jour, ce serait possible de produire un discours de sa chambre et de toucher des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes et parfois des millions de personnes, bah, il se serait dit que c'est génial et ça, c'est entre nos mains. On a on a aujourd'hui la possibilité de toucher un auditoire qui a jamais été, aussi important et il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de vraiment lancer des mouvements. Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati, je suis auteur du livre Self Manager et toutes les semaines, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Victor Ferry, chercheur en rhétorique et entrepreneur. Il va nous expliquer comment utiliser la rhétorique pour avoir plus d'impact dans son travail. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Mais j'ai commencé ma carrière comme chercheur. C'était ça qui me plaisait à l'origine, l'idée d'être payé pour trouver des idées, les tester et les diffuser. C'était ça le grand truc qui me plaisait. Et pourquoi la rhétorique? Parce que en master, je suis tombé sur un professeur qui s'appelait Emmanuel Damblon et elle donnait un cours de rhétorique et j'ai compris que c'était en fait de la politique appliquée. Dans mon master, on avait des cours de sciences politiques et c'était un petit peu abstrait. Et j'ai compris qu'en fait, la rhétorique, c'était l'outil qui permet de changer une idée en un projet concret et en un mouvement. C'est avec ça qu'on peut rassembler les gens et qu'on peut commencer à concrétiser des idées. Et j'ai passé à peu près 8-10 ans dans la recherche. Donc, ça veut dire que j'ai fait une thèse. Et après la thèse, j'ai enchaîné différents petits contrats. Parce qu'une fois qu'on est docteur en rhétorique, on est tout en bas de l'échelle alimentaire du monde universitaire. Et donc, on doit enchaîner ce qu'on appelle des contrats de post-doctorat. Et j'en ai obtenu plusieurs. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un décalage en fait entre le fait que j'étais en train de devenir un homme, j'étais marié, j'avais un enfant, et puis le fait qu'au plan professionnel, je devais toujours courir après des petits contrats. Et donc, ça ne me convenait plus et j'ai décidé de lancer mon entreprise. Donc, une entreprise qui fait qui fait de la formation et qui fait du coaching en rhétorique. Et ça m'a permis de continuer ce travail qui me passionne, donc faire de la recherche sur la rhétorique, trouver des nouvelles techniques, les tester et après les diffuser, mais en me finançant moi-même. Je fais principalement trois choses. Je fais des séminaires, donc des séminaires où les gens viennent, ou alors je vais en entreprise et on travaille sur la persuasion, on travaille sur différents types de discours, on travaille le style. Et puis ces outils-là, je les décline également je les décline également dans des formations en ligne. Et sinon, je propose également des programmes d'accompagnement. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans un travail de plus long terme où je leur fixe des défis entre chaque séance. Donc les défis, ça peut être de faire telle ou telle chose dans un discours qu'ils ont à prononcer. Ça peut être de publier tel ou tel discours sur les réseaux sociaux, que ce soit en audio, en vidéo ou en écrit. Et puis après, on se retrouve avec toutes les choses qu'ils ont écrites sur la table. On analyse les résultats et puis on regarde ce qui peut être changé et puis on se refixe d'autres défis. Donc Aristote, c'est le premier auteur de traité de rhétorique. Et lui, il avait noté que toute communauté, et donc c'est vrai aujourd'hui des entreprises, mais c'est vrai aussi des nations, toute communauté a besoin de trois types de discours pour fonctionner. Il y a des discours qui sont délibératifs, où on se rassemble et on se demande mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les mesures utiles? Il y a des discours qui sont plutôt d'un genre judiciaire, où quelqu'un a commis une faute et on doit se demander quelle loi a été enfreinte et puis quelles sanctions on peut apporter. Mais toute communauté a besoin aussi de types de discours où on n'est pas en train de débattre, on est en train de se rappeler que nos valeurs sont celles-là,
notre projet, c'est celui-là. Et puis, ça, c'est la direction vers laquelle on doit aller. Et donc, pour qu'une communauté fonctionne, il faut être capable de faire ce genre de discours de temps en temps. Et en Europe et en France en particulier, c'est assez compliqué parce qu'on est hyper critique. Et donc, le président essaie de le faire tant bien que mal au Nouvel An, ou alors il essaie de prendre la parole de temps en temps quand il y a vraiment une crise. Mais c'est quelque chose auquel on est moins habitué que les anglo-saxons. Il y a toujours cette idée… il ne faut pas raconter d'histoire. Ou alors c'est de la propagande, ou alors les gens vont être cyniques. Et pourtant, là, effectivement, je travaille avec des dirigeants, et là, c'est la crise. Donc, il y a beaucoup d'entreprises là qui sont dans une situation compliquée, et ils se rendent compte qu'ils vont devoir faire des discours où ils remobilisent les gens, des discours où ils doivent donner un sens à ce qui s'est passé, et où ils doivent disposer les gens à se dépasser pour le collectif. Un bon discours, c'est ça. En fait, c'est ça la différence entre un discours et une feuille de papier. Dans une feuille de papier, on peut transmettre de l'information et puis c'est bon, c'est la base de la communication. Quand on demande aux gens de prendre la peine de se rassembler pour écouter un discours, la valeur ajoutée de cette situation-là, c'est que l'orateur peut faire un travail sur l'humeur. Donc, on peut passer de passions tristes à des émotions plus positives comme la fierté, comme la détermination. Et puis, il y a le fait qu'on dispose à agir. C'est qu'on fait un travail sur la prise de décision et sur la motivation qui font qu'une fois que le discours est terminé, les gens savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Une fois que le discours est terminé, les gens savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Un bon orateur, il y a deux qualités principales en fait. C'est qu'il est focalisé sur les problèmes de son public. Un bon orateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui se demande, mais… Voilà, donc là, je prends la parole, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que je vais permettre à mon public d'accomplir. Et donc, un bon orateur a compris ça. Un bon orateur a compris que c'est le public qui est le héros de son discours. Mais partant de ça, un bon orateur, ce n'est pas quelqu'un qui est timoré. Parce que pour le bien des gens, pour disposer les gens à l'action, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de rassurant. Donc, il faut qu'il y ait une certaine forme d'autorité. Et comment est-ce qu'on crée de l'autorité concrètement dans un discours? C'est là qu'entrent en jeu les figures de style. En fait, il y a deux niveaux de style quand on fait un discours. Il y a un premier niveau de style qui est celui de la conversation, où on est face à un public, mais on les implique, on leur pose des questions, on interagit avec eux. Et donc là, on est très proche du public. Mais il y a certains moments où on doit prendre de la hauteur. Et c'est pour ça que dans tous les grands discours, tous les discours dont on se rappelle, il y a des figures comme des anaphores, donc des figures de répétition, Paris martyrisé, Paris, etc., mais Paris libéré. Dès qu'un grand orateur a rendez-vous avec l'histoire, ça passe par des figures de style. Parce que les figures de répétition, ça coupe avec le style de la conversation et le public se dit « Tiens, là, il se passe quelque chose. Là, on est en train d'entrer dans un rituel et le chef d'orchestre, c'est l'orateur. » Et donc, on a besoin de ça. Donc, un bon orateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui est à la fois focalisé sur les problèmes qu'il va pouvoir régler chez son public, mais qui, pour y parvenir, est capable de prendre de la hauteur en changeant de niveau de style et en devenant le chef d'orchestre d'une cérémonie finalement. Tous ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire, ils sont forts là-dedans. Donc, c'est les plus connus, hein. C'est De Gaulle, c'est Churchill. Quand on regarde leur discours, ça fonctionne très bien. Et récemment, le discours qu'a fait la reine d'Angleterre, je ne sais pas si tu as pu regarder ça. C'est très bien ce qu'elle a fait, elle a tout compris. Et donc, elle utilise différentes techniques. Elle entre dans son discours avec un rythme ternaire. Donc, c'est nous avons connu ça, nous avons connu ça et nous avons connu ça. Et quand on fait ça, tout de suite, on dispose le public à se dire tiens, là, on est en train de rentrer dans un discours. Et puis après, elle fait ce travail pour dire à son public finalement, donc là, ok, on est en train de souffrir, mais on va s'en sortir parce que souvenez-vous, on a traversé des crises bien plus graves que ça et on est réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et donc, c'est ça que peut faire un grand orateur, c'est qu'il a ce coup d'avance
qui fait qu'il n'est pas dans la panique avec les autres. Il est capable de prendre de la hauteur et de donner une direction. Et donc, tous les grands hommes et les grandes dames qui ont marqué l'histoire ont cette capacité. C'est comme en littérature, hein, ou c'est comme dans le cinéma, c'est qu'il y a des canons. Il y a certains genres qui conviennent à certaines situations, et il y a des canons. Et là encore, les grands orateurs, c'est ceux qui connaissent les codes. C'est ceux qui connaissent les codes et qui sont capables de les suivre quand c'est pertinent, et qui sont capables de jouer avec ces codes et de s'en affranchir quand c'est pertinent. Et de toute façon, progresser en rhétorique, c'est ça. Progresser en rhétorique, c'est connaître suffisamment bien les outils pour ne pas être l'esclave d'une situation, pour reconnaître une situation et pour se dire, bah oui, dans cette situation, j'ai tel choix et je décide de faire tel choix. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et pourquoi y a-t-il tant d'anaphores dans les discours ? En fait, c'est parce que c'est la plus facile et elle fait très bien le travail. C'est une figure qui permet donc de signaler au public là on rentre dans autre chose, là on est dans un discours, et puis c'est une figure qui permet de faire un crescendo, donc qui permet de jouer sur le rythme et sur le niveau d'énergie. Et c'est comme ça qu'on prend c'est comme ça qu'on prend le contrôle du discours. C'est qu'on devient le chef d'orchestre, et ce genre de structure, ça permet de le faire. Ils sont pas très bons en rhétorique, hein, les professionnels de la politique. Ils sont pas très bons, ils sont pas très intéressés par la rhétorique parce qu'ils ont des petits conseillers en communication qui s'en occupent, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Par exemple, l'anadiplose, c'est une figure qui est très intéressante. C'est celle qu'on a dans Star Wars. C'est la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur. Ça, c'est une bonne figure. Ça apporte quelque chose d'intéressant. Et elle a été utilisée par George W. Bush au lendemain du 11 septembre. Et il a dit notre douleur s'est changée en colère et notre colère s'est changée en détermination. Et c'est pareil, c'est des figures de style qui sont bien parce qu'elles nous permettent de prendre le contrôle des émotions du public. Donc, on peut passer comme ça d'un état émotionnel de tristesse à un état émotionnel de détermination. Et les grands orateurs, c'est leur boulot. C'est d'être capable d'être le chef d'orchestre des émotions et des pensées du public. Il y a deux questions qu'il faut commencer à se poser régulièrement quand on écoute un discours. Donc, quand on écoute un discours à la radio, quand on écoute un discours en réunion, la première question, c'est mais qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Voilà, il y a quelqu'un qui prend la parole, qui commence à faire un discours, et la question, c'est qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Et si ce n'est pas clair, ça veut dire que c'est un mauvais discours. Mais en fait, les bons orateurs, ils ont un objectif. Ils ont un objectif. L'objectif, ça peut être de rassurer, ça peut être de disposer à l'action, ça peut être de convaincre, ça peut être de persuader, etc. Et donc, la question qu'il faut se poser quand on écoute un orateur, c'est qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Puis, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est par quoi ça passe ? Et quand on prend l'habitude de se poser ces deux questions quand on écoute des discours, on commence à se constituer un répertoire de techniques, un répertoire d'outils qui permettent dans telle ou telle situation d'atteindre un objectif précis. Et une fois qu'on a ce répertoire, ce réservoir de techniques qui grandit, la deuxième étape, c'est quand on a un discours à faire, quand on a une présentation à faire, de commencer par l'objectif. Donc, on se demande, voilà, qu'est-ce que je veux obtenir de mon public ? Et puis après, on puise dans le réservoir de techniques à notre disposition et on choisit les meilleurs outils. Et le fait de faire ça consciemment, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que la prise de parole, c'est plus quelque chose qui est un peu au petit bonheur la chance. C'est quelque chose qu'on a décidé. Et une fois qu'on a décidé, on peut regarder si ça a fonctionné ou pas. On peut apprendre, on peut progresser. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment la première étape. Et après, il y a des choses un peu plus avancées qui concernent le style. En fait, la rhétorique, c'est une discipline qui a deux sources. Il y a deux grandes sources de la rhétorique. La première, c'est la psychologie. Donc, il faut connaître les mécanismes de la décision
et de la motivation. Et puis la deuxième source de la rhétorique, c'est la grande littérature. C'est d'essayer d'avoir un style qui est original, un style où quand les gens nous écoutent, ils se disent tiens, c'est pas comme ce qu'aurait pu dire le voisin. C'est ça le propre d'avoir un style, c'est quand on lit Houellebecq par exemple, on sent que ça ressemble à du Houellebecq, que ça pourrait pas être quelque chose d'autre. C'est pareil pour Proust, c'est pareil pour Zola. Quand on les lit, on sent qu'il y a une coloration, on sent qu'il y a une saveur particulière. Et l'objectif, c'est d'atteindre ça. Il y a une manière assez simple et amusante dont on peut le faire. C'est quand tu lis un roman, tu t'arrêtes quand tu as l'impression d'être au milieu d'une intrigue. Donc tu lis ton roman et puis là, ça devient palpitant. Tu fermes le livre et tu écris la fin de la page. Et une fois que tu as ce petit texte sous les yeux, tu peux revenir au livre et comparer ce que tu as fait avec ce que l'auteur a fait. Et là, ce qui se passe, c'est magique, c'est que l'auteur, ça devient ton interlocuteur. T'en es passé par le même travail que lui. Et après, tu discutes. Tu dis, tiens, mais il a fait comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Pourquoi est-ce que moi, j'ai fait comme ça? Et là, on peut vraiment progresser très vite au plan du style. En fait, on utilise toujours le mot discours aujourd'hui, mais les discours, ça n'existe plus. Parce que le discours, ça supposait… le discours, c'était un parcours que l'orateur proposait à son public. Donc, l'orateur nous emmène en voyage, il nous emmène à la rencontre de grands événements, il nous emmène à la rencontre de grands orateurs, de grandes idées, et à la fin, on sort de ça édifié et motivé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le rôle d'un professionnel de la politique, c'est pas de proposer un parcours, c'est de proposer certaines idées, certaines phrases chocs qui vont ensuite être découpées par des conseillers en communication et par les médias, et donc qui vont être diffusées ensuite de façon fragmentaire. Et l'objectif, c'est que le public soit en contact sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, avec quelques grandes idées. Mais ce n'est plus des discours. Maintenant, c'est l'ère de la petite phrase. Le discours, c'était un parcours que l'orateur proposait à son public. Pour moi, la rhétorique a quitté la politique, et par contre, je la retrouve à un autre niveau. Les entrepreneurs sont bien meilleurs que ça. Les entrepreneurs sont bien meilleurs que les professionnels de la politique en rhétorique, parce que leur discours est important. L'enjeu d'un discours politique, c'est finalement pas très important, parce que une fois de temps en temps, il faut qu'ils remettent les gaz parce que c'est les élections et qu'il faut se faire élire. Mais le poids du discours dans la décision du public, c'est tellement des campagnes sur le long terme comme ça qu'il n'y a pas de discours décisif. Alors que l'entrepreneur qui doit faire un pitch, ou alors l'entrepreneur qui a une mailing list, qui envoie un email, c'est tout de suite sanctionné. C'est sanctionné par un oui ou un non, c'est sanctionné par des ventes. Et là, la rhétorique devient importante. Là, il faut être capable de faire un discours qui sort complètement du lot, un discours qui implique, qui raconte une histoire, qui embarque et qui débouche sur une décision. Tu prends un qui s'appelle Antoine Blanche-Maison, tu en prends un qui s'appelle Stanislas Leloup. Eux, c'est des gens qui sont capables de construire un vrai discours, notamment en vidéo sur YouTube. C'est des gens qui savent écrire, qui sont capables d'écrire des mails qui sont beaux, des mails qui sont engageants. Et sinon, il faut regarder du côté des… tu parlais de Steve Jobs, qui est quelqu'un qui effectivement est capable de faire un beau grand discours, qui était capable de faire un beau grand discours, et la plupart des entrepreneurs sont capables de le faire. Si on considère que le discours a seulement une vocation informative, il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas embêter les gens à les rassembler dans des réunions, il ne faut pas embêter les gens à les rassembler tous les ans pour écouter le discours de rentrée ou ce genre de choses. Envoyer juste des mails et des papiers. Mais si on continue à se rassembler et à avoir des moments de prise de parole en public, il faut le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire
puiser dans les meilleurs outils à notre disposition. Et les meilleurs outils, ils proviennent de la littérature, parce que ce sont les auteurs de grands romans qui ont poussé le plus loin les techniques qui permettent de faire voyager le public, de l'impliquer émotionnellement et de le disposer à agir. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Alors, il y a un livre par lequel il faut commencer absolument, c'est un livre qui s'appelle Imperium. C'est un livre sur la vie de Cicéron. Et Cicéron, il est intéressant parce que c'était un bourgeois. Donc, c'était un bourgeois, ça veut dire que ce n'était pas un noble. Ce n'était pas quelqu'un qui venait d'une grande famille, aristocrate. Et il a pu monter jusqu'aux plus hautes fonctions de Rome parce que c'était un très bon avocat. Et donc, il y a des gens qui sont venus le chercher pour défendre des causes qui avaient l'air perdues, et il a gagné. Et donc, ce livre, c'est passionnant parce que c'est écrit un petit peu comme un roman policier, mais ça en passe par toutes les techniques qu'utilise Cicéron pour préparer un discours, et ça permet comme ça de prendre conscience de la puissance qu'a la rhétorique, pour nous amener comme ça à passer des caps, pour nous amener à prendre le pouvoir finalement. Donc c'est un livre qui est passionnant et que je recommande vraiment. C'est quelque chose qui motive. Et après, sinon, pour progresser en rhétorique, il faut lire des recueils de discours. Il faut lire des recueils de discours. Il y a un livre, par exemple, qui s'appelle les 100 discours qui ont marqué le XXe siècle. Ça, c'est des très bons livres à lire pour progresser en rhétorique. J'ai aussi un livre qui reprend tous les discours de ceux qui ont reçu le prix Nobel de littérature. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est des discours qui sont prononcés par des gens qui, pour le coup, sont très forts au plan du style et au plan de l'écriture. Ça, les recueils de grands discours, ça permet vraiment de progresser, surtout s'ils sont contextualisés, qu'il y a un petit chapeau avant qui nous explique voilà quelle était la situation, voilà les enjeux. Donc ça permet de vraiment progresser. Et puis pour le reste, il faut lire des livres de psychologie, parce que maintenant la rhétorique peut s'appuyer sur une science sur une véritable science, parce que la psychologie a progressé. Et là-dedans, dans les livres que je recommanderais, il y a un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, d'un neurochirurgien qui s'appelle Antonio Damasio. Ça, c'est très bien pour comprendre le mécanisme de la prise de décision. C'est là qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas de décision sans émotion. Et que si un discours, à un moment ou à un autre, ne fait pas vibrer le public, le public va se dire « Tiens, c'est intéressant », mais il ne va pas passer à l'action. Si on avait dit à Aristote qu'un jour, ce serait possible de produire un discours de sa chambre et de toucher des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes et parfois des millions de personnes, il se serait dit que c'est génial. Et ça, c'est entre nos mains. On a aujourd'hui la possibilité de toucher un auditoire qui n'a jamais été aussi important, et il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de vraiment lancer des mouvements. Quand il y a des choses qui nous déplaisent, quand on pense qu'il y a des problèmes à régler, on peut les régler. Il suffit d'en parler régulièrement avec éloquence, et puis au bout d'un moment, il y a un mouvement qui va se créer. Je remercie Victor d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.